Bonjour à tous. Bonjour Pablo, salut les passionnés et bienvenue. Aujourd'hui, analyse, décryptage de la traditionnelle conférence de presse d'après Mercato d'été de la part du président, directeur sportif de l'Olympique de Marseille. C'est parti. Comme je dis toujours, ça limite des temps, ça limite des questions, les temps que vous avez besoin. Bon, déjà, ça commence bien, ça commence par des politesses. C'est aimable de la part de Pablo Longoria de nous expliquer qu'on va avoir tout le temps qu'on veut pour lui poser des questions. C'est à peu près vrai puisqu'il y a eu 1h15 de conférence de presse comprenant la présentation de Bamo Meïté. Pour autant, ça fait 20 ans à peu près que je tourne de conférence de presse en conférence de presse. On ne peut pas totalement poser toutes les questions. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas une interaction totale comme une interview en one-one, puisqu'une fois qu'on a posé une question, on ne peut pas couper, on ne peut pas relancer, on ne peut pas modifier pour préciser quelque chose. Donc c'est un exercice assez particulier, mais il faut le dire, Pablo Longoria s'y prête volontiers et il l'a fait encore une fois sur la longueur. La première chose, je suis quelqu'un de positif par nature. Moi aussi Pablo, toujours très positif, le verre à moitié plein, etc., etc. Ça nous fait un point commun et ça me fait plaisir. Allez, commençons. Il a d'abord présenté Bamo Meïté, le nouveau joueur de Lorient, dont certains sur les réseaux sociaux se moquent un peu pour, vous savez, ces références. C'est-à-dire qu'il fait partie de CAA Base. Bamo Meïté. Un joueur qui, à dire la vérité, on a beaucoup analysé pendant tout l'été, pendant toute la phase finale de la saison dernière. À dire la vérité, après les matchs qu'il a fait contre nous la saison dernière, on est resté franchement impressionné de sa capacité qu'il avait pour gagner des duels individuels. Oui, l'arrivée de Meïté fait donc parler sur les réseaux sociaux car certains supporters ont noté que CAA Base était donc l'agence qui gérait les intérêts de Bamo Meïté. CAA Base est l'agence qui a fait venir Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille et il y a eu beaucoup de transferts voilà, en famille, en réseau. Ça se passe couramment dans le milieu du football, mais forcément ça prête à quelques interprétations de conflits d'intérêts ou d'autres choses. En tout cas, Bamo Meïté, Pablo Longoria nous l'explique donc, il l'a surpris, il l'a découvert agréablement lors du match de la saison dernière entre Lorient et Marseille. Alors ça, moi, ça me fait tout de suite hérisser le poil, dans le sens où la dernière équipe qui avait choisi un joueur parce qu'il avait brillé contre elle, c'est le PSG avec le russe Sergei Semak. Et ça s'était très mal passé ensuite. Heureusement, je suis mauvaise langue, Pablo Longoria a aussi d'autres arguments. Il a aimé l'intensité physique mise par Bamo Meïté, etc., etc. Le terrain nous dira s'il a eu raison de ce choix de dernière minute qui fait parler. Je crois que l'effectif maintenant il est en phase de transformation. La chose la plus importante qu'on doit mettre en place, c'est une structure en ordre. Petite phrase un petit peu passée inaperçue dans certains médias, l'effectif est en phase de transformation. Alors, c'est bien de mettre ça en avant de la part de Pablo Longoria, mais après 2 mercato d'été impressionnants en 2021, en 2022 pour jouer la Ligue des Champions, celui de 2023 devait être celui de la confirmation et à nouveau beaucoup de choses ont été changées avec les résultats sportifs qui n'ont pas suivi en août l'élimination de la course à la Ligue des Champions. Donc Pablo Longoria aurait pu faire un petit mea culpa sur cet effectif en permanente transformation qui chamboule tout, qui doit en effet s'adapter, s'apprécier, se rafistoler aussi. C'est de la faute de Pablo Longoria s'il est en transformation et qu'il faut du temps. Il aurait pu, sur 3 ans, construire quelque chose d'un peu plus stable. C'est vrai. Pablo aurait donc pu faire ce léger mea culpa et expliquer pourquoi vraiment il a tout chamboulé à ce point. Pourquoi également il en est déjà à 1, 2, alors André Villas-Boas, Nasser Larguet, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, puis désormais Marcelino. Ça fait 5 coachs en 3 étés, ça fait beaucoup. La bougeotte, il l'a, 10 arrivées en moyenne dans l'effectif par été, par mercato d'été, c'est colossal. On prend l'exemple du dernier match, non? C'est un match que c'est plutôt, on va dire, décevant et qu'on n'était pas à la hauteur. On a fait 12 premières minutes que je considère qu'on a donné un bon niveau. On doit travailler sur ça pour donner continuité. Ça, c'est l'Olympique de Marseille qu'on veut voir. L'analyse de ce match face à Nantes m'a aussi un petit peu surpris, tant il nous explique que les 12 premières minutes ont été très bonnes, celles qu'il veut voir de la part de l'Olympique de Marseille. On le comprend, nous sommes tous d'accord avec lui, mais on aurait, même si on reste positif, puis surtout dire que 12 minutes d'une équipe qui jouait très bien il y a 2 ans, qui jouait
correctement et qui a eu des résultats l'an dernier, c'est quand même assez inquiétant de ne pas être capable de faire plus que 12 minutes à 11 contre 10 à Nantes. Ça avait été déjà le cas à Metz, et il y a eu l'échec Panathinaikos. Bref, Pablo Longoria essaye vraiment pour le coup de nous faire de la communication pour protéger d'ailleurs son ami Marcelino, on le ressent comme ça, mais bien sûr que Marcelino, si les résultats ne sont pas là, sera le premier fusible, ne vous inquiétez pas. Pablo Longoria est loyal et c'est bien normal, mais là la ficelle était un petit peu grosse. Quand il nous parle aussi d'Europa League, Pablo Longoria la tombe dans certains excès. Écoutons-le. Ce groupe, ça ne te permet pas d'avoir des moments de relax. Il y a des différents matchs européens, spécialement en Europa League, où tu penses que tu peux gérer tes énergies. Il nous dit qu'en Coupe d'Europe, certaines fois, donc, on peut gérer nos énergies, alors qu'on le sait très bien avec les équipes françaises, ça ne peut pas être comme ça. Et ce qu'il dit est quand même caractéristique. Ça veut dire vraiment qu'un président, directeur sportif a en tête qu'en Europe, par moment, on peut se relâcher. On a vu les résultats des clubs français depuis des années. Non, les clubs français n'ont le droit à aucun relâchement en Coupe d'Europe. On n'a pas la nécessité de vendre pour faire les finances ou pour nécessité économique du club. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que la porte s'est complètement fermée face aux autres mercato. Il n'y a aucune possibilité de voir partir aujourd'hui nos joueurs. Alors que les marchés mercato qataris et saoudiens sont encore ouverts pour quelques jours au mois de septembre, Pablo Longoria a fermé donc toutes les portes. Et il a bien raison. Le souci, c'est qu'on ne peut plus le croire là-dessus, puisqu'il avait déjà fermé les portes. Il avait dit qu'il n'y avait aucune vente de prévue et aucune nécessité de vendre après l'élimination face au Panathinaikos. On l'a vu, une des âmes du club, Matteo Guendouzi, a quitté le club dans la foulée. Ce qu'il a, c'est digne. Pour nous, c'est une capacité à jouer dans des différentes positions. C'est un milieu de terrain à 3, que je considère que par des moments, la construction de cet effectif, ça fait aussi pour avoir ces possibilités, donner au coach la possibilité de pouvoir jouer à 3. Concernant Azzedine Ounahi, là c'est un autre problème. J'ai l'impression qu'en effet, Pablo apprécie le joueur, vraiment, il le montre, il explique qu'il peut jouer à plusieurs postes, et ça on le sait, donc à d'autres postes que milieu gauche. Il explique aussi que Marcelino lui-même avait détaillé ses plans de jeu en début de saison en compte de presse, et il avait parlé notamment d'un 4-3-3 qu'on n'a pas trop vu. Donc Pablo Longoria laisse entendre que Ounahi va avoir sa chance, va être incorporé dans des systèmes qui lui conviennent un peu mieux. En tout cas, c'est ce que je comprends et c'est une bonne chose, tant ça paraissait être le chaînon manquant, le joueur capable subtilement d'offrir une passe décisive, de mettre un but d'éclat face à Metz et qui n'a pas eu le droit à entrer en jeu. Curieusement, on n'a pas trop eu d'explication là-dessus, mais ça c'est le pré-gardé de Marcelino. L'éloge, c'est positif. La critique, ça te fait grandir. Et toujours, il faut analyser. Je suis plus dans l'analyse. L'éloge, c'est positif. La critique te fait grandir. Philosophe Pablo Longoria, alors qu'il n'hésite pas à critiquer son équipe. Si ça peut la faire grandir, vous m'avez compris. On prend des décisions qui sont plutôt collectives et pas individuelles. On a 8 nouveaux joueurs. C'est moins de 50% de l'effectif. C'est la vérité qu'on a mis des joueurs qui viennent du centre de formation. Un total de 3 qui vont compléter. Je crois que c'était nécessaire aussi pour la dynamique du club et la santé du club. Alors ça fait 3 ans avec Pablo Longoria qu'on entend parler de l'éclosion de joueurs du centre de formation, de choses qui vont avancer dans ce sens. Il y a eu 8 nouvelles arrivées cet été, encore de grands chamboulements. On ne voit absolument pas quelle pourrait être la future pépite. Alors oui, il y en a qui sont arrivés encore l'été 2022 et qui pourraient commencer à pointer le bout de son nez, mais c'est encore un petit peu loin. Voilà, à l'Olympique de Marseille, c'est un vaste sujet, la formation, qui s'est améliorée, c'est vrai, depuis 2-3 ans, mais il va falloir aussi dans les mois et années à venir très vite revoir les conditions de vie de tout ça, le centre de formation, le centre d'entraînement. Il va falloir mettre ça à la page, parce que l'OM de plus en plus commence à être vieillissant dans ce domaine, malgré un centre inauguré il n'y a pas si longtemps, pas à l'ère McCourt Hérault, mais qui déjà a pris un gros coup de vieux. Et puis ce qu'il faut préciser concernant les jeunes dont parle Pablo Longoria, c'est que c'est aussi obligatoire d'en avoir en Coupe d'Europe, d'avoir des joueurs formés au club, et ça c'est imposé par les règles UEFA. L'avenir, selon ma opinion, je considère que ça va être positif, spécialement parce qu'on avait besoin d'autres structures. Je crois qu'on a un effectif qui a incrémenté la qualité, on a mis de la vitesse, on a mis de l'intensité. Il faut que toutes les choses qu'on a mis ensemble, ça prend forme, ça prend le travail quotidien du staff pour chercher d'améliorer.
Quand Pablo Longoria se remet à parler de Marcelino, d'intensité, d'ordre, de structure, j'ai l'impression d'être revenu un an avant, en fait. L'intensité, la vitesse, l'ordre, la structure, c'est exactement les mêmes mots employés lors de l'arrivée d'Igor Tudor. C'est assez étonnant. On sait aussi que Pablo Longoria avait parlé donc de jeu rock'n'roll au mois de juillet à l'intronisation de Marcelino. Il y a eu une question là-dessus, il l'a vite balayé, il n'est pas revenu sur ce terme, il a parlé d'autres sujets. En tout cas, je le redis haut et fort, pour ceux qui pensent que je suis là pour dénigrer Pablo Longoria, pas du tout, on a mis en avant des bons points, et surtout, il nous fait une conf d'1h15 entièrement en français. Alors oui, maintenant ça fait 3 ans qu'il est en France, mais on en connaît d'autres qui ne parlent pas trop, pas bien, ou pas un mot de français. Chapeau là-dessus, Pablo Longoria est top dans sa communication, il se met sur le devant de la scène et il l'assume. À dire la vérité, après le mercato qu'on a fait, la situation financière du club, c'est stable, c'est tranquille. Il n'y a pas un gros impact financier après tout l'équilibre qu'on a mis à fin de mercato pour chercher de bien finir la saison. Pour ça qu'il n'y a aucune inquiétude de ce côté. La perte de qualification en Ligue des Champions, oui, il y a une perte économique qu'on peut estimer vers, on va dire, 10-12 millions d'euros. Aucune inquiétude financière, on a perdu 10-12 millions, explique Pablo Longoria. Comment en 2023 il peut encore nous faire ce coup-là? Vraiment, là, Pablo, franchement, c'est un peu nous prendre pour des ânes, non? Chaque année, le bilan est public de l'Olympique de Marseille. Déficit très élevé. Peu élevé pour certains, quand un déficit est de 10-15 millions d'euros, on peut lire « Ah, ça va, c'est pas grand-chose ». Oui, j'espère que votre compte en banque est fourni à ce point-là. En tout cas, l'Olympique de Marseille a perdu, et ça c'est factuel, plus de 500 millions d'euros dans l'ère McCourt. Il y a eu un coup d'accordéon aussi l'été dernier 2022 pour avaler 200 millions d'euros. On nous explique rien par rapport à tout ça. Il n'y a aucune transparence là-dessus. C'est la nébuleuse avec, comme d'habitude, l'OM en haut de sa pyramide qui est possédée par OM, LLC dans le Delaware, vous le savez. Et là aussi, donc c'est opaque. Et avec Pablo Longoria, on n'en sait pas plus. On nous dit que ça va financièrement, alors que le club perd de l'argent chaque année. Et donc, depuis l'arrivée de Pablo Longoria en 2020, on a un déficit, une balance négative des transferts, 200 millions d'euros de déficit, tout simplement, plus d'achats que de ventes. C'est du jamais vu à l'Olympique de Marseille. Et ça, on arrive à nous dire que non, c'est comblé. Rien ne comble cela. Même l'augmentation de la billetterie, même l'augmentation un petit peu du sponsoring, l'OM reste en déficit. Et c'est pas l'augmentation massive du budget du jour au lendemain, sans en parler d'ailleurs, sans communiquer à l'été notamment 2022, mais déjà à l'été 2021, qui comble ça. L'OM reste en perte. Qu'est-ce que ça change la voie finale du mercato? Naturellement, avec une qualification en Ligue des Champions, on pourrait peut-être améliorer un peu plus l'effectif, mais il faut être toujours responsable. Ce qu'on a dit au commencement du mercato, on voulait prendre des risques. Je crois qu'on les a pris à niveau financier. Après, on a balancé la capacité avec la vente des joueurs, l'impact négatif de ces qualifications, mais maintenant on est dans une bonne voie économique pour passer cette saison. Bon voilà, Pablo qui nous explique qu'avec la vente de joueurs, l'impact est assez négatif du manque Ligue des Champions. Bon, c'est lui-même qui disait, juste après le match face au Panathinaikos, il n'y a pas besoin de vente de joueurs, l'équilibre financier, tout a été prévu et aucun souci financier par rapport à ça. À l'arrivée, il nous dit qu'ils ont comblé un petit peu ces problèmes-là, avec notamment la vente de Guendouzi, qui est d'ailleurs un prêt avec une vente bien différée. C'est un prêt payant avec une vente au 30 juin prochain obligatoire. Donc là encore, un décalage. Mais ça va tomber. Là, pour le coup, comme je le disais, lors des achats, options d'achat obligatoires, c'est un achat. Là aussi, c'est une vente. Mais ça veut dire qu'après le Panathinaikos, c'était du bluff, c'était de la com, malheureusement. Pendant les 2 dernières saisons, on peut dire les 4 dernières fenêtres du marché, on a vendu plus de 100 millions d'euros. Et ça, c'est une chose qu'il faut le dire. Spécialement parce que ce type de vente, ça permet aussi l'amélioration du club et ça permet surtout la stabilité économique du projet. Bon, là on arrive dans le dur de la conf de presse. C'est factuellement faux. Pablo Longoria qui nous explique que depuis ces mercatos d'été qu'il a vécu, il a vendu pour plus de 100 millions d'euros de joueurs. Totalement faux. En fait, même en allant sur Transfer Market, on fait les comptes, on n'y est pas.
On n'y est pas, du tout, du tout, du tout. Et je vous dis pas si on fait les vrais comptes, parce que Transfer Market, minore par moment. Si vous allez voir Angers pour le transfert d'Unai, il vous explique qu'ils l'ont vendu 16 millions. Si vous allez voir l'OM et Transfer Market, c'est un achat à 8 millions. Il y a, comme qui dirait, un petit problème. Chaque achat de joueurs libres de l'Olympique de Marseille, de Sanchez, d'Aubameyang, a permis des belles primes à la signature. C'est logique, c'est comme ça, c'est le monde du foot. Et chaque achat aussi détermine des commissions élevées à fournir. Donc l'OM a acheté depuis 2020-2021 plus de 250 millions d'euros pour des joueurs. Et il y a eu 70 à 80 millions d'euros de ventes, pas plus. Voilà, c'est factuel, c'est Transfermarkt, voilà, on n'invente rien en fait. Donc là, quand Longoria nous parle de ce chiffre qui est symbolique, qui est de la communication, on a vendu pour 100, si on ne vérifie pas derrière, on tombe dans le panneau. Non, il n'y a pas eu de vente pour 100, rien du tout, il n'y a pas eu de grosses ventes, il y a eu surtout des ventes au rabais. Il y a eu des coups aussi comme le petit Suarez, acheté à l'été 2022, vendu avant même la Coupe du Monde en novembre 2022, qui sont assez lunaires, c'est incroyable. Voilà. Après, il faut le dire, un Cengiz Under a été bien vendu en Turquie pour 15 millions d'euros cet été. C'est une des rares belles opérations avec légère plus-value. Certains me demandent aussi régulièrement dans le Dash Foot, dans les commentaires, pourquoi cette année ça n'a pas eu la même ampleur qu'en 2021, 2022 au niveau des achats. Mais tout simplement parce que début août, alors que vous deviez aller loin sur la route de la qualif pour la Ligue des Champions, eh bien la deuxième salve du mercato qui allait s'amorcer avec des joueurs Ligue des Champions, avec qui il y avait parfois des accords, elle n'a pas pu arriver tout simplement. Quand vous jouez l'Europa League, à la différence de 2021 ou 2022, vous jouez la Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes achats, ce ne sont pas les mêmes joueurs. Tu ne peux pas te permettre la même chose, c'est normal. Et en termes d'effectifs, tu ne peux pas attirer les mêmes personnes, tout simplement. Rien à voir avec l'envergure. Newcastle ne jouait pas la Ligue des Champions l'an dernier, n'a pas attiré les mêmes joueurs. C'est voilà, malgré un budget délirant et des sommes d'argent à investir facilement. Voilà. Et ça tient à avoir une stratégie, spécialement parce qu'on a Samuel Giroud et Chancel Mbemba 4-23, 4-14, qui sont les joueurs qui doivent te donner de la stabilité. On a Léo Valerdi qui c'est un valeur marchand, spécialement un joueur 4-19 qui n'était pas dans la dernière, mais dans la convocatoire de l'Argentine pendant le mois de juin, que c'est un joueur qui c'est appétible dans les mercato. Bon, ça c'est du grand Pablo, la déclaration what the fuck du jour. Et oui, Balerdi, valeur marchande. Alors ça a dû faire sourire énormément de supporters. Peu ont dû regarder toute la conf, mais quand vous avez entendu ça, certains ont dû bugger. En effet, il nous dit que Balerdi, Gigot, qui sont donc des 93-94 au niveau des dates de naissance, sont là pour stabiliser l'effectif, apporter leur expérience, etc. Et qu'il y a un jeune, donc international argentin, Balerdi, qui est une valeur marchande possible en cas de future vente. Oui. La valeur de Balerdi, en fait, personne ne le veut. Et on nous a fait miroiter l'Ajax, d'autres choses comme ça. Si l'Ajax était vraiment venu pour acheter Balerdi, il était déjà à l'Ajax, en fait. On l'emmenait avec les valises. Enfin, c'est assez... Mais bon, ça, c'est pareil. C'est de la communication et c'est normal. On serait à sa place, on ferait pareil. On met en avant les actifs, les joueurs, on les valorise. On va pas les descendre, mais les supporters, les observateurs, les scouts, n'importe qui, personne n'est miro. On voit bien que c'est pas l'assurance tout risque, c'est pas la sérénité Balerdi, et que c'est pas une grande valeur marchande dans cet effectif. C'est un joueur de complément, en revanche, qui va jouer ses matchs, qui va être le remplaçant, le suppléant en défense centrale, et ça lui va plutôt bien, je trouve. C'est pas un titulaire. C'est une bonne conversation des droits de télé. Mais maintenant, les niveaux des droits de télé sont basés sur trois aspects qui sont fondamentaux. La qualité du produit, mais la qualité des produits sont les matchs, mais aussi tous les contenus qu'on consomme pendant la semaine. Les droits de télé, ce n'est pas seulement produire des matchs et regarder des matchs, c'est toute l'histoire qu'on doit construire du football français, que je crois que, et je l'ai dit depuis toujours, on a un grand travail à faire là-bas, parce que je crois qu'on doit construire l'histoire du football français pendant la semaine. On doit raconter une histoire que ça te donne de l'envie d'arriver au week-end et regarder les matchs. Bon, voilà, grand Pablo, grande Pablo, c'est un point vraiment sur lequel je le rejoins, il a tout compris. Pablo à la tête de la Ligue, vite, parce que, alors qu'on vient d'apprendre aussi qu'il a été, ça y est, intronisé à l'ECA, les instances, et quand j'en parlais de Pablo qui devait faire du lobbying, gravir les échelons, il est en train de le faire, et tant mieux, ça c'est de bonnes choses, mais il ne peut pas tout faire, directeur sportif, président, lobbyiste. Voilà, c'est logique que ça prenne du temps puisqu'il a plusieurs postes, mais Pablo Longoria donc le dit, et le dit plutôt bien,
il faut que le foot français raconte une histoire. Scénarise ces semaines, nous donne envie de se retrouver le week-end pour mater ces matchs. C'est pas juste « oh, je vais aller au stade ». Voilà, ça c'est trop français, c'est trop plan-plan, il faut l'américaniser un petit peu, désolé, ou le saoudianiser. Vous avez vu les clips qu'ils font avant les matchs, pendant les matchs, ça donne envie. Nous, on nous raconte rien, des mix dynamiques avec des sorties de conf, des montages télé, des montages produits, télé, même réseaux sociaux, des trucs qualitatifs. Il faut que la LFP rentre dans ce système-là de production, d'audiovisuel en fait, pour qu'il y ait beaucoup d'images qui circulent pendant la semaine, pour qu'il nous crée des rivalités, des histoires. On veut vivre des émotions. Et le football, le contenu, le match, c'est la finalité. Avant, il y a une histoire à raconter. Et là, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Conf de presse de Pablo qui s'est prêté au jeu très longtemps. Et chapeau à lui, en français comme d'habitude. Après le mercato comme d'habitude. Mais il fallait revenir, fact-checker certains points qui étaient factuellement faux. Mais c'est de la com aussi. Il a raison. Il faut jouer le coup de la com quand on est à son poste. Il faut essayer d'embellir, de chapeauter tout ça, d'enrober de la meilleure façon son travail. C'est normal. C'est lui qui est l'acteur de sa propre communication. La conf de presse ne permet pas trop de le couper, de le relancer. Donc c'est le jeu. Pablo Longoria s'en est bien sorti. Nous, on est là pour souligner ce qui n'allait pas. Voilà. En tout bien, tout honneur, en toute humilité. Les passionnés, on se retrouve dans un prochain Dej Foot en direct, en totale interaction, 100% visio. Vous savez, quand vous voulez intervenir, c'est quand vous voulez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, commentez, likez, partagez. On se retrouve sur toutes les plateformes où vous voulez, quand vous voulez, les amis. Allez, prenez soin de vous et des autres. Merci.